nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situé dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprégnable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces navs et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Selon l'Institut national de la statistique, le taux de chômage chez les jeunes de 25 à 35 ans et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur est de 15%, soit 5 fois plus que les jeunes de la même tranche d'âge et non scolarisés. Le taux de chômage chez ces jeunes dont les études se sont arrêtées au primaire est de 4,2% et de 7,2% pour ceux qui ont arrêté leurs études au secondaire. En clair, plus on étudie, moins on a des chances d'avoir un emploi décent. Pour l'Institut national de la statistique, ce paradoxe illustre la profonde inadéquation entre la formation et la demande sur le marché du travail qui repose principalement sur des emplois peu ou pas du tout qualifiants. Comment adapter la formation au Cameroun aux réels besoins d'emploi de nos jeunes? Nous poserons cette question à notre invité. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Boris Dieucam, bonjour.
Bonjour Jean-Bruno. Merci d'accepter notre invitation pour cette édition de Autant le dire. Vous êtes enseignant agréé à l'Ontario, c'est au Canada. Vous êtes également coordonnateur du développement professionnel à la CERAPS. Qu'est-ce que c'est que ça? CEPAP. À la CEPAP. La CEPAP, c'est une coopérative des enseignants, donc on dit coopérative des enseignants pas à pas. Donc c'est un regroupement d'enseignants ethno-communautaires, ethno-culturels dans la province de l'Ontario qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, à accompagner les jeunes et les futurs enseignants et aussi former les jeunes, les plus jeunes au leadership. Alors c'est un organisme gouvernemental canadien c'est une coopérative dont un organisme non gouvernemental. Oui. Donc c'est une coopérative qui est dirigée depuis plusieurs années par Lévi Koloko, que je considère comme mon maître en matière de management et de leadership. Et donc nous accompagnons, au départ on ne travaillait que dans la ville d'Ottawa. Nous sommes aujourd'hui appelés à accompagner les futurs enseignants, les nouveaux enseignants dans presque tout le Canada. Donc nous couvrons toute la province de l'Ontario. Dès mon retour, je partirai en Alberta avec une délégation pour rencontrer les futurs enseignants là-bas. Il est question de leur apporter l'expertise que nous avons reçue. Tant il est question que l'école apporte des habiletés, mais c'est le terrain qui apporte la compétence. Nous voulons donc permettre à ces enseignants de capitaliser sur la compétence que nous avons, les compétences acquises sur le terrain par un bon nombre d'enseignants qu'on appelle des enseignants chevronnés dans la province de l'Ontario. Oui, allez-y. Nous obtenons des financements de plusieurs organismes, donc venant de toutes les associations des enseignants, du syndicat des enseignants, du gouvernement de la province de l'Ontario, de la ville d'Ottawa. Nous obtenons aussi des financements du gouvernement fédéral pour faire ce travail. Alors vous parlez d'un regroupement ethno-communautaire, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire des enseignants venant de tous les horizons. Donc nous avons près de 13 nationalités à l'intérieur de la CEPAP, donc venant de partout en Afrique, d'Haïti, du Liban. Donc ce sont des enseignants francophones qui se sont mis ensemble pour pouvoir travailler afin d'apporter les outils de la compétence à nos collègues et amis qui viennent et qui toquent à la porte de la profession. Alors vous-même, vous êtes enseignant. Ce petit rappel de ce que vous faites était utile pour comprendre la légitimité que vous pouvez avoir à évoquer le sujet qui fait l'objet de cet entretien avec vous, c'est-à-dire la question de la formation. Vous avez fait toutes vos études au Cameroun. Ensuite, vous êtes allé au Canada où vous enseignez et vous y travaillez également. Oui. J'ai fait mes études universitaires au Cameroun jusqu'au début de mon doctorat. Oui. En physique à l'université de Yaoundé 1, que j'ai abandonné en 2006. Je suis parti en France. J'ai fait de la physique médicale clinique à la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre. Donc je suis physicien médical clinique en cancérologie. Mais en 2015, j'ai arrêté d'aller travailler dans les hôpitaux pour me consacrer au métier d'enseignement. Parce que pendant le début de mon doctorat à l'université de Yaoundé 1, j'ai été recruté comme attaché de recherche. J'ai eu l'occasion de donner des cours de thermodynamique, diriger de thermodynamique aux étudiants de deuxième année. Et je donnais aussi les cours de travaux pratiques aux étudiants de première année de physique. Et je me suis rendu compte que le métier d'enseignant, c'est souvent ce pourquoi j'étais calibré et fait. Donc vous connaissez très bien l'enseignement au Cameroun, l'enseignement au Canada. On va essayer, en France aussi. Voilà, et en France aussi. Alors, quelle différence feriez-vous entre la formation telle qu'elle est faite au Cameroun et ce que vous vivez depuis que vous êtes installé depuis de longues années au Canada? C'est que l'école au Cameroun a été calquée, donc je peux dire c'est un mimétisme totalement rétrograde. Nous avons copié du système éducatif français. Oui. Donc, c'est-à-dire un système basé uniquement sur la formation des élites. Donc, on va à l'école, pas pour acquérir des capacités qui nous permettra de mettre au service de nos concitoyens, mais c'est juste pour le plaisir d'avoir des diplômes. Et c'est un problème. À l'antipode du Canada, où l'école est complètement opérationnelle. C'est-à-dire que l'école est basée sur la résolution d'un problème.
lorsque vous venez dans une contrée qui a une problématique déterminée, vous allez vous rendre compte que le sillon de la recherche, dès les questions posées dès l'école primaire, tournent autour de comment est-ce que nous allons résoudre ce problème. Et j'en viens, par exemple, à la petite intrigue que nous avons eue au Cameroun. Non, la géographie n'est pas une filière du chômage. Oui. Alors, on reviendra un peu plus en détail sur tout cela. Alors, au Cameroun, aujourd'hui, il y a eu pas mal de réformes sur l'éducation, notamment l'âge pour entrer à l'école. Aujourd'hui, officiellement, c'est 6 ans pour entrer à la CIL. C'est bon? C'est un bon âge. Mais parce qu'il y a pas mal de parents qui n'est pas du tout respecté. Oui, alors justement, ce n'est pas respecté oui. Parce que beaucoup de parents au Cameroun estiment que 6 ans, c'est vieux pour aller à la CIL, surtout qu'on est quand même dans à une époque où les enfants parlent beaucoup plus vite, ils sont très très éveillés et tout, et donc on estime qu'on devrait pouvoir ramener l'âge des premiers pas à l'école à beaucoup plus jeune que ça, non? Non, c'est une erreur, c'est une grave erreur d'ailleurs. Oui. Quand vous faites la psychologie de l'enfant, vous comprenez que l'école n'est pas seulement le lieu où on télécharge les connaissances dans la tête des enfants, c'est un endroit où il faut se forger un caractère. Et là, je rejoins Martin Luther King dans sa définition de l'éducation en anglais. Il disait « Education is knowledge and character ». Donc, nous avons une habitude fâcheuse au Cameroun de penser que l'école, c'est le seul endroit où il faut télécharger, téléverser les connaissances dans la tête des enfants. Non. Ils passent les bacs à 14, à 15, à 16 ans, mais ils n'ont aucune maturation et aucune maturité de leur apprentissage. J'aimerais bien qu'on fasse une étude de retour pour savoir ce que deviennent ces enfants qui ont eu leur baccalauréat à 14, à 15 et à 16 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, que sont-ils devenus? Je suis certain que dans une étude de la psychologie de l'éducation, j'ai rencontré un sociologue ivoirien, le professeur Seibi, lors de mon séjour en Côte d'Ivoire, où j'en ai longuement discuté avec lui. C'est symptomatique de l'Afrique francophone, où la notion du diplôme est plus importante que la notion de la compétence. Et ça se trouve dans vos propos introductifs tout à l'heure, de savoir que dans la frange des élèves qui n'ont pas obtenu un diplôme dans leur vie, ils ont eu la capacité de se forger une carapace professionnelle. Par rapport à ceux diplômants qui attendent absolument d'être un bon employé. C'est un problème. Et nous devons changer ça dans l'algorithme de l'école dans nos pays. Alors c'est souvent un peu valorisant pour les parents qui se vantent. Mon fils a eu le bac à 14 ans, mon fils a eu un bac C à 16 ans. Ça signifie que c'est un génie quand même, non? Parce qu'avoir un bac C à 15 ans, 16 ans, c'est pas donné. C'est discutable. La notion de douance est une notion extrêmement délicate. La douance n'engage pas seulement le savoir livresque. Vous avez un enfant qui peut être complètement surdoué, mais qui sur le plan social ne comprend absolument rien. Et là, je vous ramène encore à l'école au Canada. Ce n'est pas seulement le papier-crayon, l'évaluation à l'école qu'on évalue chez un enfant. On évalue aussi ce qu'on appelle ses habiletés et habitudes de travail. Vous pouvez avoir un enfant il est fort brillant dans tout ce qui est production académique, mais il a un caractère acariâtre. Il n'a aucune compétence à travailler avec l'autre, il n'a aucune auto-évaluation de ses aptitudes, donc c'est un enfant qu'on peut traîner n'importe où dès qu'il tombe sur le premier manipulateur ou le premier pervers narcissique. Il n'a pas une interrogation de lui-même, un questionnement. Tout ce qu'il sait, c'est ce qui est livresque. Ça s'appelle les habiletés et habitudes du travail. Il faut intégrer ça dans la notion de douance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enfants qui peuvent être extrêmement brillants et qui ont besoin d'accompagnement pour pouvoir traverser les salles de classe. Ça ne suffit pas seulement que l'enfant soit bon en mathématiques, en littérature, mais il faudrait qu'on voit. Et ça, c'est le rapport du psychologue. Le psychologue en éducation doit savoir si cet enfant, malgré
ses habiletés sur le plan académique, il a aussi des habiletés sociales. Parce que grandir avec les pairs, c'est-à-dire les enfants de la même tranche d'âge, c'est très important pour la croissance du cerveau d'un enfant. Quand on sort un enfant à 14 ans, on le met en milieu universitaire, supposons Jean Bruno. On sort un enfant qui a eu le bac C à 14 ans. Oui. On le met à l'université des Yaoundé 1 à l'amphi 101. Il va tuer le goût de l'apprentissage en lui. Parce que la plupart des bacs dont vous faites mention, ce sont les bacs des parents, ce sont les bacs des répétiteurs. Et je vais encore vous surprendre. Dans mon travail de consultant en immigration canadienne, je me rends compte que la plupart de ces enfants qui passent le bac à 14, à 15 et à 16 ans, très souvent ce sont les enfants des enseignants au Cameroun. La preuve que la formation de l'enseignant est déjà très mal faite. Que mes pères et mes enseignants m'excusent. Il faut qu'on apprenne, pendant l'apprentissage de l'éducation, comment faire la différence entre la rapidité et la profondeur dans l'apprentissage. Alors ça signifie que vous êtes contre un phénomène qui est assez répandu et que les parents aiment énormément au Cameroun, c'est-à-dire le phénomène de faire sauter des classes à leurs enfants parce qu'on estime qu'ils sont déjà très doués. C'est-à-dire qu'un type qui part du CE2 directement pour le CM2 parce qu'on estime qu'il est très fort, il y en a qui partent de, je sais pas moi, de la 4e directement pour passer un BEPC, aller directement en seconde et tout. C'est des phénomènes que vous n'aimez pas? Non, c'est une dérive hémorragique qu'il faut arrêter. Oui. Il faut absolument arrêter. J'ai dit, une étude de retour qui nous permet de poser une question simple, c'est une question de statistique simple. Que deviennent ces enfants après 5 ans, 10 ans, 15 ans, l'obtention de leur baccalauréat à 14, 15, 16 ans? Si on vous livre ce résultat, nous allons avoir nos yeux pour pleurer. Alors, c'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de maturité chez eux, c'est-à-dire qu'eux, ils sont juste bons pour restituer ce qu'ils ont appris de l'enseignant ou alors de leur livre d'école qu'ils lisent et ne sont pas capables de pouvoir travailler par eux-mêmes, de pouvoir s'ouvrir aux autres. C'est ça le problème? Oui. La question me ramène aux aptitudes qu'on recherche dans le marché de l'emploi aujourd'hui. Aujourd'hui et demain. On recherche 2 aptitudes chez le candidat. Moi, je parle là du plan mondial. Qu'est-ce qu'on recherche chez un candidat qui postule pour un emploi? On recherche 2 choses. Sa capacité à travailler en équipe et son aptitude à la communication. La capacité à travailler en équipe est complètement absente du circuit d'apprentissage dans nos pays. Vous allez jusqu'à obtenir un baccalauréat et vous n'avez jamais eu un mandat de faire un travail avec votre père, votre camarade de classe, en disant qu'il soit le moins brillant de la classe et que vous soyez le plus brillant, la note que vous allez avoir vous lie à un même destin. C'est-à-dire une note commune. Une note commune. Oui. À partir de ce moment, on soustrait de la salle de classe ce qu'on appelle l'enseignement par les pairs. Il peut être le moins brillant à comprendre les notions évoquées, mais il peut être le meilleur présentateur à la salle de classe. Vous avez un destin commun. Vous allez apprendre à connaître vos forces et vos faiblesses. Et la deuxième chose, c'est pendant les évaluations, ce qu'on appelle l'interrogation au Cameroun. L'élève cache tellement sa copie qu'il n'est même plus capable de lire ce que lui-même il a écrit. On construit par là un égoïsme profond dans le cœur de nos enfants, dans le système éducatif. Et vous le voyez dans nos bureaux administratifs où la compétence est individuelle. Vous entrez parfois dans un bureau, on vous dit « Monsieur tel ou Madame tel n'est pas là, il n'y a qu'elle qui sait le faire ». À partir de ce moment, dans ce qu'on appelle le management opérationnel, et Robert Cuisiati est très fort pour ça, il n'y a pas de duplication. La compétence n'est pas transférable. Et en notion de communication, vous avez des enfants qui ont très bien compris à l'école, qui sont brillants après avoir compris. Mais ils sont nuls à communiquer ce qu'ils ont compris. Quand on leur pose la question, ils sont incapables de s'exprimer. Parce que l'outil de la communication ne fait pas partie du sillon de notre apprentissage au Cameroun.
Il faudrait qu'on sache. Alors, la réussite chez nous pour un enfant, c'est de finir ses études, d'avoir un emploi. Mais il y en a qui ont du mal à s'en sortir dans la vie, pas forcément parce qu'ils sont cancres, mais parce qu'il y a aussi un problème d'orientation. C'est-à-dire que la question de l'orientation se pose aussi. Oui. Alors, c'est une deuxième symptomatique du système éducatif que nous avons. Oui. Le système éducatif camerounais est basé uniquement sur deux intelligences. L'intelligence logico-mathématique ou l'intelligence littéraire. On a oublié du circuit d'apprentissage dans notre pays 6 intelligences, parce que nous en avons 8 minimum. Nous avons l'intelligence logico-mathématique pour tous ceux qui sont brillants en mathématiques, en physique, dans les dérivés bizarres. Oui, ça c'est l'intelligence logico-mathématique. Nous avons l'intelligence linguistique. J'ai en face de moi quelqu'un qui est doté d'une grande intelligence linguistique. Merci. Nous avons l'intelligence musicale. Et je rejoins un de nos compatriotes, Richard Bonnat, qui, dans une de ses sorties sur les réseaux sociaux, raconta comment elle qui s'est fait battre par ses parents, même par un commissaire de police, pour qu'il arrête de jouer la musique. Et c'est l'un des plus génies que l'Afrique connaisse aujourd'hui dans la musique. L'autre intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité naturelle que l'être humain, une personne a, à s'interroger sur lui. En philosophie, ça s'appelle l'introversion. Et du coup, lui qui se comprend très bien peut comprendre l'autre en face de lui. Et là, on le retrouve chez les conseillers d'orientation, on les retrouve chez les psychologues et les psychiatres. Il y a une autre intelligence qui est l'intelligence interpersonnelle, l'entre-gens. Ça, c'est une intelligence qu'on retrouve très souvent chez les gens qui sont des juristes, des enseignants, ceux qui sont manifestement dévoués à la gestion de conflits. Et nous voyons bien que nous sommes dans une société où il y a beaucoup de conflits à gérer. Les aptitudes ne sont pas là pour les gérer. Nous avons une autre intelligence qui est l'intelligence kinesthésique. Mokhtar, vous connaissez Mokhtar, le grand danseur camerounais qui est dans tous les clips maintenant. C'est un monsieur doté d'une intelligence kinesthésique incroyable. Il est capable de reproduire des mouvements avec son corps, de danser de façon très très artistique. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui est doté d'une intelligence kinesthésique incroyable. Courir comme il court là, il faut être doté d'une aptitude naturelle sur le plan kinesthésique. Une autre intelligence, c'est une intelligence visio-spatiale, qu'on enlève encore chez nos jeunes, la capacité à identifier dans l'espace. On le retrouve chez les architectes, on le retrouve chez les archéologues. Nous avons une dernière intelligence qui est l'intelligence naturaliste ou écologique. Nos parents, jadis, étaient dotés d'une intelligence incroyable sur le plan de l'écologie. La destruction de l'environnement était dotée d'un mécanisme du remplacement. Ils ne tuaient que le nombre de biches, de bœufs et de tout ça qu'ils avaient besoin pour leur nourriture au village. Oui. Alors, puisqu'on soustrait cette intelligence à la population aujourd'hui, on se retrouve dans une destruction sauvage de l'environnement. Même dans nos villages. Rappelez-vous des petits cours d'eau qui, jadis, ont nourri nos parents sans qu'on ne se pose des questions, qui aujourd'hui disparaissent complètement. Parce que même les jeunes qui sont là n'ont plus développé l'intelligence écologique. Et c'est ça qu'il faut absolument restaurer. Alors, avec toutes ces intelligences-là, comment est-ce que le parent fait pour connaître le type d'intelligence de son fils et de l'orienter à meilleur escient? Oui. Les outils de l'orientation. Les outils de l'orientation. Les outils de l'orientation. Parce qu'on est bien d'accord que tous les parents veulent le bien de leurs enfants, veulent un meilleur avenir professionnel, social pour leurs enfants, mais parfois ils s'y prennent peut-être mal. Alors, comment mieux découvrir les aptitudes de son enfant et de mieux l'orienter? D'abord, un changement de paradigme doit se faire. Oui. On doit cesser de faire à l'école l'enseignement général pour les enfants brillants et l'enseignement technique pour les garnements. Oui. Donc, ce qu'on dit, ça ne va pas, donc au moins il pourra être un bon plombier. D'accord? Ça ne va pas, il pourra être un bon maçon. Oui, parce que quand nous étions à l'école primaire, les plus brillants, c'était l'enseignement général et les moins, pour ne pas en dire plus, allaient dans l'enseignement technique ou alors les plus vieux. Oui. Au pire encore, les plus récalcitrants. Oui.
Ceux qui n'étaient pas gentils avec le maître ou le directeur d'école, le coût moyen d'eux, on envoyait leur dossier au concours de lycée technique. Et ça, ce n'était pas quelque chose de valorisant pour les parents d'avoir son fils qui fait l'enseignement technique alors que les autres sont dans l'enseignement général. Du coup, les gens ont grandi avec ce biais-là de l'enseignement technique comme étant destiné à ceux qui ne peuvent pas réussir dans de bonnes études. Absolument. Un outil de statistique au Cameroun, c'est de dire, OK, parmi les jeunes qui n'ont pas terminé leur secondaire, qui n'ont pas de diplôme universitaire et qui ont un emploi, très souvent c'est de l'auto-emploi, allez scruter pour voir combien on fait l'enseignement technique, combien sont là des maçons, des plombiers, des charpentiers et tout ça, parce que l'enseignement technique apporte un savoir-faire opérationnel. Donc, en lieu et place de tous les lycées classiques qui foisonnent dans le pays, je voterai pour qu'on construise plus d'écoles d'enseignement technique. En lieu et place des universités qu'on construit dans toutes les provinces, je voterai à ce qu'on mette en place des polytechniques, des écoles où on apprend un savoir-faire opérationnel. Sauf que ça demande également une logistique et un personnel important et adéquat. Oui, on a dans nos établissements d'enseignement technique des enfants qui étudient l'électricité et qui ne touchent même pas un interrupteur, qui font la mécanique, ils n'ont pas de moteur, ainsi de suite. Ça devient compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut un engagement sérieux et conséquent de l'État. C'est pourquoi j'ai fait mention de changement de paradigme. Oui. Parce que quand on change un paradigme, on apporte tous les outils nécessaires à l'accompagnement de la nouvelle vision qu'on se donne. Il n'est pas compréhensible dans un pays où, parmi les 58 départements, nous avons 40 quelque chose dont le nom du département porte le nom d'un cours d'eau. Qu'on nous parle de problèmes d'eau potable, qu'on nous parle de problèmes d'électricité. Il n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre, dont le taux d'ensoleillement dans certaines régions bat tous les records, qu'on parle de problèmes d'électricité. Il n'est pas possible que dans certaines régions, le champ éolien, c'est-à-dire la circulation du vent, dans son intensité, nous permette d'avoir l'électricité tout le temps, qu'on parle tout le temps de coupure d'électricité. Alors, à partir de ce moment, on dit, si la formation, à partir de l'école secondaire, donnait le côté opérationnel, parce que la résolution d'un problème apporte une compétence qu'on peut exporter. Oui. Prenez l'exemple de la Chine. En Chine, l'école est portée sur le côté totalement opérationnel. Nous voulons résoudre un problème local. Et lorsqu'on a résolu le problème local, on a contourné toutes ces failles et faillances, on est capable, après avoir acquis la compétence, de l'exporter, de le vendre ailleurs. Deuxième exemple, c'est que dans le monde aujourd'hui, nous parlons tous du blé qui doit venir de la Russie ou de l'Ukraine. Mais vous savez que ça vient de la réforme agraire de Khrouchtchev. Khrouchtchev qui avait décidé de dire, mais je dois démontrer que mon peuple peut avoir une autosuffisance alimentaire. Dans ce désir-là, ils ont développé une compétence locale, mondiale aujourd'hui qu'on ne peut pas refuser à ces régions. Mais comment on peut avoir autant de terres arables dans notre pays et avoir des gens affamés? Alors, en clair, vous plaidez pour une réorganisation ou alors une réforme du système éducatif au Cameroun qui tienne compte de nos spécificités culturelles, de nos besoins réels, et c'est-à-dire l'éducation va venir simplement pour résoudre les problèmes réels qui se posent à nous, à notre environnement. Absolument. Oui. La géographie au nord du Cameroun ne devait pas, dans sa spécificité profonde, être apprise de la même façon qu'à l'ouest du Cameroun. Le problème local n'est pas le même. La géographie au centre n'est pas le même. Nous sommes dans la savane par rapport aux montagnes. Nous sommes dans les régions arides ou semi-arides par rapport à d'autres régions où la pluviométrie est la plus abondante. On devrait orienter l'école à la réflexion opérationnelle de comment résoudre le problème local. Oui, l'apprentissage des concepts globaux, ça doit être fait. Mais pour l'approfondir à la résolution d'un problème local, c'est très important. Alors, quand je préparais cette émission avec vous, Boris Dieucam, j'ai discuté avec quelqu'un qui le disait sur le ton de l'humour, certes, mais était très sérieux, et il constatait, enfin, il estimait qu'il y a des formations dans notre pays qui
prédestinent nos jeunes au chômage, c'est-à-dire que des formations qui sont une grande porte ouverte au chômage. Et je vais vous donner quelques listes, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il m'a parlé de lettres modernes françaises, socio-anthropologie, archéologie, la philosophie, etc. Il a raison ou pas? Oui. Nous avons encore plus besoin dans nos sociétés aujourd'hui du philosophe. C'est quoi le rôle du philosophe? C'est le penseur de la morale sociale. Toutes les dérives que nous voyons dans notre société aujourd'hui, c'est symptomatique de l'absence du philosophe, de celui qui pense la morale sociale, celui qui impulse le mécanisme d'enseignement et de transmission de notre morale sociale. Nous avons épousé dans nos enseignements les morales des sociétés autres que les nôtres. Nous n'avons pas enrichi les morales sociétales de nos parents, jadis, qui permettaient qu'on ait tout le mécanisme de la solidarité, tout le mécanisme de la vérité et surtout le mécanisme de la justice qu'on retrouve dans la pensée africaine et la spiritualité africaine qu'on appelle la Mahat. C'est-à-dire que la pensée précède le développement, c'est ça? La pensée précède le développement. Si vous n'êtes pas capable de penser votre développement, d'où la deuxième partie, la deuxième section qu'il faut réformer, c'est l'économie. L'économiste, c'est le penseur du développement social. C'est le collègue du philosophe, mais dans le développement social. Ces deux éléments, nous en avons fortement besoin. L'économie, aujourd'hui, est regardée sous le prisme et des outils uniquement occidentaux dans nos pays. Le mécanisme de développement social est basé uniquement sur un seul levier, la dette. Comment s'endetter pour construire des salles de classe? Comment s'endetter pour construire même des toilettes dans l'hôpital? Ça ne fait aucun sens. Comment s'endetter pour construire des stades de foot? Des stades de foot. Alors, Jean Bruno, nous avons environ 25 millions de population au Cameroun, 30 disons. Supposons qu'on ait 10 millions de population active, donc 10 millions dans le peuple. Si nous avons 10 millions de population, de peuple, dans notre peuple, 10 millions de personnes qui sont actives, et qu'on décide de mettre en place une contribution sociale de 1000 francs par mois de chaque personne active dans la population, nous avons 12 milliards de francs CFA collectés par la population par mois. Nous avons, on a dit 10 milliards, nous avons 10 milliards de francs CFA collectés par mois et nous avons 120 milliards par an. Au bout de 10 ans, le peuple a contribué à son propre développement d'un montant de 1200 milliards de francs. Je suis certain que le contributeur revendique de voir les preuves de sa contribution. On aura certainement plus de routes, on aura certainement plus d'écoles. D'accord? Donc, oui, on a besoin de philosophes. Oui, on a besoin d'économistes dans la pensée de l'économie africaine. Nos parents se développaient bien avec les tontines et tout ça. Quel était le mécanisme sous-jacent qui était à l'intérieur, le développement endogène qui était caché à l'intérieur? Alors on a pas mal d'économistes au Cameroun, ils sont tapés à la présidence dans les services du Premier ministre, sauf que c'est des types qui recitent à merveille Keynes et toutes les autres théories, mais qui ne sont pas capables de produire une pensée économique de nature à pouvoir résoudre les problèmes réels qui se posent à un pays. Oui. C'est-à-dire qu'on a des économistes d'un autre type d'économistes aujourd'hui. Formés à l'école occidentale de l'économie, financés par des bourses occidentales de l'apprentissage de l'économie. C'est la même chose avec la philosophie. On doit réformer ça. Donc, je suis désolé que mes pères pensent que je suis en train de me moquer d'eux. Non, loin s'en faut. Nous contribuons à ce qu'il faut. Dans ma position d'enseignant éducateur, je me pose sans cesse la question de savoir comment les autres font pour se développer. On pense d'abord et après on utilise. On met en œuvre. Il faut d'abord que celui qui pense le développement soit doté de l'outil qui lui permette de comprendre le besoin. Vous pouvez être brillant à connaître l'économie occidentale, mais est-ce que vous connaissez le besoin de la population que vous êtes en train de vouloir servir? Et si vous utilisez les mêmes outils que vous avez appris par rapport au développement occidental, ça ne marche pas sur le terrain.
Alors, vous avez évoqué, Boris Dieucam, au début de cette émission, le fait que le système éducatif camerounais a été copié sur celui de la France, qui ne marche plus. Hein. Les Français sont les premiers à dire que ça ne marche plus et ils envisagent des réformes chaque jour pour essayer autre chose. Alors, le Cameroun devrait pouvoir faire la même chose pour, vous l'avez dit, mieux s'adapter à nos propres réalités, à notre culture, notre manière de voir, nos besoins réels et tout. Alors, on n'invente pas, on ne va pas réinventer le fil à couper de beurre. Si on faisait une espèce de comparaison avec ce qui se fait par exemple au Canada, où on a observé, vous me corrigerez si je me trompe, que les enfants travaillent beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que les formations permettent d'être plus rapidement opérationnelles que dans le système francophone. Oui. On a ce qu'on appelle la spécialisation active. Oui. Donc, c'est-à-dire dans nos conseils scolaires, nous avons ce qu'on appelle des majeures haute spécialisation. L'élève peut commencer dès le secondaire à se spécialiser dans le domaine des affaires, dans le domaine du business, dans le domaine de la technologie. Mon fils, par exemple, dès le secondaire, s'est spécialisé en mécanique. C'est-à-dire, vous venez à l'intérieur d'un établissement, il n'y a pas de décloisonnement entre l'enseignement technique et l'enseignement général. Vous avez à l'intérieur d'une même salle de classe des enfants qui veulent, dans certaines matières, se spécialiser en mécanique, en peinture, en art, en tous les domaines que vous connaissez, mais qui ont besoin aussi d'apprendre les éléments dont on a besoin pour être un bon citoyen. D'où le rôle de l'école. L'école a aussi un rôle de formation citoyenne. C'est l'endroit par excellence de la discrimination. Ici, on va rejoindre les biologistes pour utiliser le mot discrimination dans son sens étymologique. Oui, parce que vous m'avez fait peur là. Ce n'est pas, c'est pas un terme péjoratif, c'est un qui veut dire la classification. Oui. Alors, quand on discrimine, on trie. Alors, on détecte les talents. On trouve, grâce aux outils, les intelligences qui sont enfouies de façon naturelle chez nos élèves. C'est pourquoi on parle de discriminer, c'est classer. Les gens qui sont brillants pour faire telle chose, en musique, en art, en sport, à l'intérieur d'une même école, vous les retrouvez. Mais ils ont un endroit où ils convergent ensemble, parce qu'ils ont besoin d'apprendre certaines choses ensemble dans le but citoyen. L'école est le lieu où, si vous voulez faire des enfants de demain, des chèvres, ça peut se produire dans un programme scolaire. Vous voulez faire d'eux des hommes brillants, participant de façon dynamique au développement de la société, vous pouvez fabriquer à l'intérieur de l'école. Oui. C'est pourquoi je parle de changement de paradigme. Nous avons besoin des jeunes qui terminent avec un mandat clair d'être des bons citoyens. Pas seulement des citoyens dans le sens de la production, mais dans le sens du comportement. Nous avons des hommes brillants dans ce pays, mais qui ont des caractères acariâtres. Ça veut dire que l'école n'a pas permis qu'ils comprennent, qu'ils forgent le caractère sociétal pour être un bon citoyen. C'est un problème. La deuxième chose que je vais invoquer ici, c'est qu'il est intellectuellement malsain d'utiliser la particularité pour la généralité. Nous avons fait mention tout à l'heure de l'école active, des enfants qui passent le bac à 14, à 15, à 16 ans. Certains esprits se précipiteront à prendre un ou deux exemples et nous dire, ben voilà, celui-là, il a réussi. Si à l'échelle de 100, nous avons 2 qui ont réussi, nous avons détruit 98 enfants de notre pays qui étaient des potentiels fabricants de richesses. On doit arrêter de prendre des particularités pour des généralités. J'aime même souvent la déformation professionnelle à vouloir dire ceux qui sont des particularités sont des rebelles. Parce que le système n'était pas forgé pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Il est très important de savoir que le système éducatif doit être fait pour amener les enfants d'un point A
à un point B selon les objectifs du développement et de la philosophie que nous nous sommes donnés dans notre société. C'est très important. Alors, chez vous, au Canada, par exemple, il y a ce qu'on appelle les collèges d'enseignement général et professionnel, les cégep, qui n'existent qu'au Québec. Vous me corrigerez si je me trompe. Et on présente les cégep comme le premier niveau de l'enseignement supérieur. Alors, comment ça marche? Parce que c'est quelque chose qui est particulier au Québec et qui semble être très, très apprécié un peu partout dans le monde. Je suis pas enseignant au Québec, je suis enseignant en Ontario. Mais dans mon métier, je suis obligé d'apprendre le système éducatif de plusieurs provinces. Ce que vous dites est très discutable. Chacun choisit son mécanisme par lequel il doit fabriquer ses leaders de demain, les fabricants de richesses de demain. Au Québec, on sort de son secondaire à l'âge de 16 ans. Et on fait 2 années au cégep. C'est pendant les 2 années au cégep, alors, qu'on migre vers ce vers quoi on veut faire dans l'enseignement supérieur. C'est comme une école préparatoire, les cégep. D'accord? En Ontario, vous commencez cette spécialisation de façon hâtive, légèrement, vers la 10e année. Donc, la 10e année qui est l'équivalent du secondaire 5, la dernière école du secondaire au Québec, on entre quand on a l'âge de 16 ans. À partir de 17 ans, 11e et 12e année, on choisit déjà ce qu'on veut faire à l'université. Ça vient des outils. Votre enfant vous dit, je vais être médecin demain. Et c'est vers la classe de 9e année, donc la classe de seconde qui le dit. Non, la classe de 3e. On lui apporte des outils qui lui permettront de connaître ce dont il a besoin pour être médecin demain. C'est-à-dire, à partir de la classe de 3e, il s'oriente déjà vers son métier futur. Il sait que si je vais être médecin, j'ai besoin d'avoir telle cotation, c'est-à-dire la note en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie. Il connaît là où il va mettre ses énergies pour arriver où il veut être demain. D'accord? Au Québec, c'est exactement la même chose, mais au cégep. Donc, c'est un système qui est similairement différent. On va dire ça comme ça. Le but est exactement le même. Mais ils ont choisi d'avoir du cégep. En Ontario, on garde les enfants à l'intérieur de l'école pour arriver à ce qu'ils vont devenir, à l'antipode de chez nous, où les enfants deviennent très souvent ce que le parent a voulu, sans outils. D'accord? On est complètement déversé dans le scientisme, qu'on dit tout le monde peut devenir tout ce qu'on veut. On élude complètement les aptitudes naturelles des enfants, mais nous avons des médecins qui sont totalement malheureux, parce qu'ils sentent qu'ils étaient faits pour autre chose. On ne leur a pas donné la chance d'explorer ce qu'ils veulent. Il y en a qui arrivent là-bas à 35 ans et découvrent qu'ils peuvent vraiment prendre la formation dans ce qu'ils voulaient faire. Ils sont déjà badés de diplôme, ils comprennent que je peux reprendre tout à zéro, il s'en va reprendre pour être ce qu'il voulait être dans la vie. C'est important d'outiller les conseillers d'orientation et nous en avons. On ferme dans nos écoles normales. Alors la question est de savoir quel est vraiment le mandat qu'on leur donne à l'intérieur. Quel est l'usage qui en est fait? Ils sont d'abord combien? Si vous venez dans un lycée à 3000 élèves, on a 1 ou 2 conseillers d'orientation. C'est très peu, c'est insuffisant. Le bon monsieur ou la pauvre dame, elle va se faire brûler au travail parce qu'elle ne peut pas à elle seule orienter 3000 élèves. Alors, vous êtes consultant réglementé en immigration au Canada, donc vous avez une expérience des Camerounais que vous avez fait voyager pour le Canada pour poursuivre leurs études. Parfois, il y en a qui vont très jeunes. Alors, est-ce qu'ils s'en sortent, franchement? C'est la première alerte que j'ai eue. De me rendre compte que beaucoup d'enfants arrivent là-bas avec des bacs hâtifs, mais très souvent, ce sont des cerveaux extrêmement brillants. Je l'ai découvert chez beaucoup d'Ivoiriens, chez beaucoup de Camerounais, là où j'ai un volume énorme de clientèle. Mais les enfants arrivent, ils sont complètement perdus. Papa n'est plus là pour le réveiller pour qu'il aille à l'école. C'est-à-dire qu'il leur manque de la maturité, c'est ça? La maturité. À la différence des enfants de là-bas, ou bien c'est commun? On termine le secondaire à 18 ans chez nous. Si vous êtes en douance et qu'on découvre que vous êtes un surdoué, et ce n'est pas seulement un rapport psychologique, c'est un rapport d'un ensemble des intervenants du milieu scolaire qui vous déclarent en douance.
À partir de ce moment, on peut créer un sillon qui vous permette d'avancer un peu plus vite que les autres. Mais c'est doté d'un encadrement extrêmement rigoureux. Parce que vous avez des enfants qui terminent le secondaire avec des très bonnes moyennes. Et quand vous leur demandez, moi en tant qu'enseignant, j'ai posé la question à mon élève en 12e année de mathématiques, le meilleur de ma classe, il avait 98% dans toutes les évaluations. Écoute Christophe, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Bon monsieur, je vais prendre 2 années sabbatiques pour aider mon grand-père dans sa ferme. C'était une claque que je prenais en plein dans le visage. Oui. Je lui pose la question de savoir, mais tu veux dire que tu ne veux pas aller à l'université? Il me dit, mais pour faire quoi monsieur? Qu'est-ce que je vais apprendre à l'université? Moi, j'ai besoin de faire 2 ans dans la ferme de mon père et on traite des vaches tous les jours. L'industrie vient porter à 45 centimes le litre de lait et qui se retrouve à 3,25 $ sur le marché. Je veux changer ça. Il avait 18 ans, Jean-Bruno. À l'antipode de nos jeunes, dotés de master ici, quand je les passe en consultation pour qu'ils viennent au Canada comme résidents permanents, quand vous leur posez la question de savoir ce qu'ils veulent devenir là-bas, et il y en a qui vous posent la question de savoir, ils vont poser la question à papa. Parfois, c'est papa qui me contacte pour aider, et ils disent l'enfant. Monsieur Boris, je veux que tu aides l'enfant là à partir d'ici. L'enfant est déjà marié, il a des enfants, mais le père est celui qui est... C'est-à-dire, on a des diplômes, oui. On n'a aucune maturité, on n'a aucun sens de responsabilité. Et c'est plein dans notre société. Alors, dans le premier choc de tous ces enfants que vous amenez, enfin, moi aussi je dis les enfants, de tous ces jeunes gens que vous amenez poursuivre leurs études au Canada, c'est qu'il y a comme une absence de maturité. Une absence de maturité. Oui. Oui. Je pense... Et est-ce qu'ils finissent par s'en sortir? Si oui, dans quelles conditions? Comment ils font? C'est ça le problème, oui. JB. 60% des enfants qui viennent faire les études au Canada, au bout, en fait, au terme de leur permis d'études, ils n'ont jamais eu le moindre diplôme. Je parle de 60% et le chiffre, je suis gentil. Ah oui, 60%. Ils sont nombreux. C'est-à-dire que 60% échouent. Oui, ils ont complètement raté. Ils ont tous les problèmes avec l'immigration parce que, n'ayant pas eu de diplôme, parfois ils viennent étant admis dans une filière très très contingentée d'ingénierie à l'université. Très rapidement, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas suivre la cadence. Ils se rabattent vers les formations collégiales. Et même là, c'est le nez complètement à terre qu'ils finissent par terminer. Parfois des formations d'1 an pour des gens qui sont venus pour une formation contingentée de 5 ans. On en a. Oui. C'est pourquoi je dis il faut qu'on arrête ces dérives hémorragiques-là en donnant aux enfants les outils non seulement de la maturité et de la maturation de leur apprentissage, mais leur apporter les outils de leur habileté et leurs habitudes de travail. Alors, et comment on fait? Parce que chez vous, par exemple, des enfants, ils vont à l'école en même temps qu'ils travaillent déjà, à partir de 16 ans. Il y en a qui ont des emplois, qui financent eux-mêmes un certain nombre de choses. On ne tend plus la main à papa pour faire tout. Or, ici, le type, il a eu son bac 18, 20 ou 20 ans, voire plus, mais il ne sait rien faire, il ne peut pas travailler. Et là, il se retrouve dans un environnement où tout le monde doit travailler en même temps qu'il va à l'école. Le choc peut être difficile. Hein? Oui, ça vient de la philosophie sociale. Oui. Alors, est-ce que les parents des Camerounais ou alors des Africains qui envoient leurs enfants dans ces environnements-là, eux-mêmes sont préparés à cette mutation dans la manière de faire? Non, ils ne sont pas suffisamment outillés. Oui. Et ça se trouve dans le choix des filières qu'ils veulent que les enfants viennent faire d'abord pour commencer. Ils ne sont pas connaissants des difficultés qu'ils veulent dans les filières qu'ils veulent que les enfants viennent fréquenter là-bas. C'est déjà un premier problème parce que le choix de la filière, très souvent, est guidé par le parent. Et moi, je mets un point d'honneur à poser la question à l'enfant de qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu penses que tu as ce qu'il faut pour réussir dans cette filière-là? Maintenant, la notion du travail, c'est que l'outil comme le travail, l'outil d'apprentissage qui est le travail, est complètement exclu du circuit d'apprentissage. Encore plus aujourd'hui. Je me rappelle au lycée classique de Bangante, quand le proviseur Ngami décidait un vendredi par mois, en après-midi, qu'on devait sortir avec nos balais, nos et nos machettes pour balayer toute la ville de Bangante à l'époque, ben,
Au départ, on prenait ça comme une punition. Un exercice collectif, le travail collectif, même non rémunéré, ce sont des outils d'apprentissage, de la formation citoyenne. Ça a disparu aujourd'hui. Avant de dire que non seulement l'étudiant, l'élève, l'apprenant de 12e année au Canada, qui n'a pas validé 40 heures de bénévolat, n'aura pas son diplôme. Vous n'avez qu'à avoir 98 ou 100% dans toutes les matières. Tant que votre directeur d'école n'a pas enregistré 40 heures de bénévolat, elle est incapable d'appuyer sur le bouton qui va générer automatiquement votre bulletin et votre diplôme de 12e année. C'est très important d'instituer le travail comme étant une partie entière de l'apprentissage. Ma fille de 15 ans à la maison ne me laisse pas respirer. Papa, je veux faire mon CV, je veux commencer à travailler. Je veux commencer à acheter, mais je ne veux pas que tu continues à dépenser ton argent sur moi. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Pourquoi? Elle voit autour d'elle. Elle est en classe, dans une classe où il y a des élèves de 15 ans, mais elle se rend compte que certains de ses pairs travaillent déjà. Elle se demande, mais s'ils travaillent, pourquoi moi, là, dois attendre 16 ans? Et là, quand je vais rentrer là, je ne vais pas respirer parce que c'était la première chose que... Dès que tu reviens, on fait mon CV, je vais aller déposer dans les shops, papa. Ouais. Le travail, c'est un outil d'apprentissage. Ouais. Rémunéré ou pas, on doit mettre ça en place dans notre circuit d'apprentissage. C'est très important. Boris Diokam, on s'achemine vers la fin de cette émission. Dernière question. Alors, c'est vrai, c'est une question pratiquement de thèse. Alors, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire aujourd'hui pour améliorer la qualité de la formation pour qu'elle soit beaucoup plus en adéquation avec l'emploi? On parlait des statistiques tout à l'heure en introduisant cette émission. Pratiquement 15% des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont au chômage, 5 fois plus que ceux qui ont arrêté l'école au primaire. Donc finalement, pour certains parents risquent de se demander à quoi ça sert même encore d'envoyer des enfants à l'école si c'est pour en faire des chômeurs. Comment on fait pour renverser la tendance? Le changement de paradigme est obligatoire. Si on veut construire une société dynamique, opter dans un développement surtout endogène, la résolution d'un problème local, on doit absolument changer de paradigme. La deuxième chose que je préconise, c'est qu'il faut donner encore plus de valeur au métier d'enseignant. Il faut apporter un peu plus de rigueur à qui peut devenir enseignant. Oui. Apporter les outils au milieu de l'école, pas seulement en termes d'enseignants, les conseillers pédagogiques, les agents des services sociaux, les gens qui ont fait des formations psychologiques à la compréhension des enfants différents. Parce que n'oubliez pas, l'enfant en difficulté a deux volets. Celui qui est en difficulté d'apprentissage et celui qui est en rapidité d'apprentissage. Là, j'évoque le surdoué. Si vous ne mettez pas en place le mécanisme d'utilisation du surdoué, ou l'enfant actif à l'intérieur de la salle de classe, vous allez perdre la salle de classe à cause de cet enfant. 1, il s'ennuie à l'intérieur de la salle de classe. Et 2, le risque de décrochage pour ces enfants est encore énorme. Et c'est le cas des enfants qui sont surdoués, nés des familles qui ne sont pas suffisamment nantis. Imaginez à l'époque le franc Opono, dont la maman avait fait un témoignage, qui lisait environ 13 livres par semaine. 13 livres. Si on n'a pas le moyen de lui offrir ces livres-là, on risque un décrochage scolaire. Il va abandonner l'apprentissage. Le deuxième volet que je vais évoquer ici, c'est la spécialisation. Nous devons mettre en place un mécanisme de résolution des problèmes. L'intellectuel qui n'a jamais résolu un problème est un diplômé. Ça, c'est sans appel. L'intellectuel qui n'a jamais résolu un problème. Je parle de l'intellectuel dans tous les sens. Quand vous parlez d'un homme comme Albert Einstein, vous connaissez les problèmes qu'il a résolus. Quand vous prenez, on va du côté de la philosophie, quelqu'un comme Sigmund Freud, c'était un psychanalyste. On a ces problèmes réels qu'il a résolus. Alors on va arrêter
de définir l'intellectuel sur le sillon du noble diplôme qu'on a obtenu. Comment on va le faire? En mettant en place un mécanisme opérationnel de résolution des problèmes locaux. À partir de là, nous allons non pas seulement former des diplômés, mais des intellectuels qui vont résoudre les problèmes rencontrés par nos concitoyens, par les peuples. Et développer le pays. Et développer le pays. Boris Diokam, merci. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission. Autant le dit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir. Merci. Parfait. Merci. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situé dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24 h sur 24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class.